Dans le cadre des audiences qu'il tient actuellement sur la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19, un comité de la Chambre des communes a invité le RQOH à témoigner. Écoutons comment Jacques Baudouin, notre secrétaire général, responsable de la direction des affaires publiques et de la recherche, a présenté la situation au Québec en mettant l'accent sur nos acquis et nos propositions. Bonne écoute. C'est certain que les événements des derniers mois, vous en conviendrez, ont représenté un défi colossal pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Ce fut le cas notamment pour le secteur que nous représentons, celui de l'habitation sans but lucratif au Québec. On parle en fait de 1250 organisations au Québec qui possèdent, qui administrent 2600 ensembles immobiliers, soit près de 55 000 logements abordables, qui sont tous destinés à des clientèles variées, mais qui présentent des caractères de vulnérabilité. Parmi ces ménages, il y en a près de la moitié qui sont composés de personnes aînées, qui comptent, comme on le sait, parmi celles qui étaient les plus à risque et qui sont encore les plus à risque dans le contexte de la pandémie actuelle. Les autres sont des familles monoparentales ou non, des femmes, des enfants victimes de violences, des jeunes en difficulté, des personnes à risque d'itinérance, d'autres qui vivent avec des problèmes de santé physique ou de santé mentale. La variété des clientèles qu'on retrouve dans nos OSBL d'habitation représente à peu près tout le spectre des personnes les plus vulnérables dans la société au Québec, comme c'est le cas d'ailleurs dans le logement sans but lucratif aussi dans les autres provinces. Personnes pour lesquelles la COVID est venue ajouter une couche additionnelle de difficultés. Cela dit, on se réjouit, si on peut employer l'expression, du fait qu'il y a moins de 5 des ensembles de logements sans but lucratif au Québec qui ont connu des cas confirmés de COVID au cours des dernières semaines. Et parmi ceux-là, il n'y a pas eu de foyer d'éclosion important. J'ose croire que le fait d'avoir accès à un logement abordable, à un logement sécuritaire, bien entretenu, où on offre un soutien communautaire, où les gens prennent soin des uns et des autres, j'ose croire que ça y a été pour quelque chose dans les résultats, somme toute, positifs qu'on a connus en termes de protection des personnes. Il y a presque un an, jour pour jour, en fait, c'était le 20 juin dernier, le Parlement du Canada posait un geste historique en reconnaissant le logement comme un droit fondamental de la personne. L'importance pour chacune et chacun de pouvoir compter sur un toit où on peut vivre en sécurité est jamais apparue aussi évidente que dans le contexte de la pandémie actuelle. L'engagement qui est inscrit dans la loi sur la stratégie nationale sur le logement à faire avancer la réalisation progressive du droit à un logement suffisant, cet engagement-là doit inspirer la réponse du gouvernement à la pandémie. Il doit inspirer aussi le plan de rétablissement qui va venir là, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les organismes qu'on représente, leurs gestionnaires, les milliers de bénévoles qui sont impliqués, ils n'ont vraiment ménagé aucun effort au cours des 3 derniers mois afin de mettre en place les mesures de protection recommandées par les diverses autorités de santé publique. Et cela malgré le peu de moyens dont ils disposent. On parle du contrôle des allées et venues dans les immeubles, l'intensification de l'entretien sanitaire, la fourniture des équipements de protection individuelle, la préparation, la livraison de repas aux personnes âgées dans les résidences pour aînés directement dans leurs unités locatives. Tout ça a eu un impact majeur sur les dépenses d'exploitation de nos organismes, de nos membres. Une enquête qu'on a menée auprès d'eux dans les derniers jours nous permet d'évaluer à peu près 30 millions de dollars les surcoûts entraînés par la pandémie dans l'ensemble des OSBL d'habitation au Québec au cours des 3 derniers mois. On parle ici principalement de frais associés aux ressources humaines et aux ressources matérielles additionnelles qui ont dû être mobilisées. Et ça s'ajoute aussi à la perte de certains revenus qui, bien que heureusement elle ait été moins importante qu'on aurait pu l'anticiper, ajoute quand même une pression sur l'équilibre budgétaire de nos organismes. Perte de revenus locatifs, surtout en raison de la difficulté à louer les logements devenus vacants qu'on ne pouvait pas faire visiter aux requérants de logements potentiels. Ces pertes de revenus-là totalisent de leur côté à peu près une dizaine de millions de dollars. Il faut savoir que la très grande majorité de nos organismes ne reçoivent aucun soutien financier à l'exploitation. Toute augmentation des dépenses doit nécessairement être compensée par une hausse de leurs revenus autonomes. Ceux-ci proviennent des loyers, donc ça pose un défi pour le maintien de l'abordabilité de nos logements. Les programmes d'aide qui ont été mis en place, comme la subvention salariale, ont surtout été conçus pour aider les entreprises qui ont subi d'importantes pertes de revenus, pas nécessairement pour celles qui, plutôt que de subir une importante perte de revenus, ont subi une augmentation importante des dépenses. Donc, nos membres n'ont pas pu bénéficier de ce programme-là en particulier. Il y en a un certain nombre, cela dit, qui ont bénéficié du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui s'en sont prévalues et on en est très heureux d'ailleurs, ça a été très utile.
On verra dans les prochains jours et on espère que le fonds d'urgence pour l'appui communautaire, le fonds de 350 millions qui a été annoncé pour des organismes communautaires, va venir en appui et va soutenir nos organisations sans but lucratif d'habitation qui en ont bien besoin. J'ai souligné en ouverture que le fait que le droit au logement devrait inspirer la réponse du gouvernement à la pandémie, ça doit se traduire, selon nous, par une relance, une accélération de la stratégie nationale sur le logement. On a besoin d'une stratégie encore plus ambitieuse qu'elle l'est déjà et plus forte. La Société canadienne d'hypothèques et de logement s'est donné comme objectif de faire en sorte que d'ici 10 ans, en 2030, tous les Canadiens et les Canadiennes aient un logement abordable. Mais pour y arriver, il faut que la stratégie offre de meilleures conditions de réalisation et encore plus de flexibilité dans ces programmes. Dans le contexte qu'on vit actuellement et qu'on va vivre dans les prochaines semaines avec la crise sanitaire, on invite le gouvernement en particulier à considérer la possibilité de créer un fonds d'urgence qui viendrait appuyer l'acquisition par des organismes sans but lucratif ou éventuellement par des municipalités de logements abordables qui pourraient être rendus disponibles dans le marché privé avec le ralentissement, l'effondrement attendu, annoncé et projeté du marché immobilier. Il y a des propriétaires qui vont vouloir se départir de leurs actifs et il existe des logements abordables actuellement dans le marché privé qu'on souhaite ne pas perdre, ne pas se retrouver dans une situation comme ce qu'on a connu au lendemain de la crise de 2008, une espèce de financiarisation du marché immobilier et qui a conduit à une perte massive de logements abordables. En fait, entre 2011 et 2016, il y a eu une perte de 322 000 logements abordables au Canada pour des ménages qui gagnent moins de 30 000 par année. Alors, les programmes actuels de la stratégie nationale, aussi valables qu'ils soient, n'offrent pas la souplesse nécessaire pour favoriser de telles acquisitions qui permettraient de préserver le parc de logements abordables et d'en assurer la pérennité en les soustrayant du marché spéculatif. Je voudrais juste enfin vous transmettre un message aussi, avant de conclure, qui est porté actuellement par l'ensemble du secteur du logement social et communautaire au Québec, qui souhaite ardemment que l'entente entre Ottawa et la province sur le transfert des fonds prévus dans la stratégie nationale sur le logement soit enfin et rapidement conclue. Vous savez que le Québec est la seule province à ne pas y avoir encore accès à ces fonds-là. C'est des sommes qui, selon nous, sont absolument nécessaires pour qu'on puisse continuer au Québec à répondre aux besoins des centaines de milliers de ménages qui sont en difficulté en matière de logement. Je pense que la pandémie nous a montré que les gouvernements sont capables, quand ils en ont la volonté et que la situation l'impose, d'agir décisivement et rapidement en situation de crise. Ce qu'on était capable de faire collectivement dans le contexte de la crise sanitaire, on devrait être capable de le faire aussi au même titre pour faire face à la crise du logement.